Donc l'ADI, l'Agence départementale d'information sur le logement, son rôle c'est de délivrer une information juridique, financière et fiscale relative au logement. Et on fait un peu de travail d'observation, mais l'ADI de l'Oise n'a pas de chargé d'études, donc ce qu'on va vous présenter est peut-être un petit peu plus rustique que ce que vous avez vu présenté par les autres intervenants. On a travaillé sur des données accessibles fournies par la SGFGAS et retraitées par l'ANIL, et ce sont les données PTZ 2016. Les données PTZ 2017 sont accessibles depuis quelques jours seulement, donc on n'a pas encore eu le temps d'y regarder. Donc PTZ, ça veut dire aussi qu'on s'adresse à des primo-accédants qui sont sous plafond de ressources, et donc on ne voit pas avec ces données PTZ l'ensemble des transactions qui sont réalisées, mais une partie seulement, mais une partie qui est la partie de l'accession aidée ou sociale, chacun mettra le terme comme il le veut, mais donc voilà un petit peu le contexte sur lequel on a travaillé. Donc 1006 PTZ en 2016, qu'on a répartis par territoire, par intercommunalité. Donc chacun verra comment, par rapport à son territoire, il y a une perméabilité ou pas à l'accession aidée et donc à cette accession PTZ. Cette accession PTZ aussi, deuxième photo un petit peu rapide, on s'aperçoit que le modèle dominant, on est sur j'achète mon terrain et je fais construire dessus. Et pour la partie verte, je possède déjà le terrain et je construis dessus. Ensuite, on a un petit peu d'acquisition-amélioration qui a été ouvert par la loi de finances pour 2016. Et l'achat neuf, avec tout ce qu'il peut y avoir dans l'achat neuf de VEFA, finalement, ça représente 12% de nos 1006 PTZ. Ça veut dire que toute la promotion immobilière que vous pouvez voir sur les territoires, elle échappe en grande partie à l'accession aidée par le PTZ. Ça veut dire que c'est soit des accédants qui dépassent les plafonds de ressources PTZ, soit ce sont ce qu'on va appeler des secondo-accédants. On a parlé de l'augmentation des prix de vente, du prix de l'immobilier. Il y a une vingtaine d'années, je parle sous le contrôle de ceux qui sont intervenus avant sur le sujet. Il y a une vingtaine d'années, on était à 3 années et demie de revenus moyens pour accéder à la propriété. Maintenant, on dépasse les 5 ici dans le département de l'Oise. Si on fait une grosse moyenne mal foutue, on arrive à 6 années 22 de revenus. Donc on s'aperçoit quand même que l'accession à la propriété, c'est quelque chose qui plombe quand même, qui coûte pour les ménages, avec des ménages, et on le verra aussi, qui ont des niveaux de revenus très très différents selon les territoires. Donc les revenus des ménages, là aussi, avec une grosse moyenne un petit peu réductrice, mais on retrouve les différences par territoire, parce qu'à un moment donné, il faudra s'emparer des détails par territoire et pas simplement d'une moyenne départementale comme ça. Les ménages qui ont accédé à la propriété dans le département de l'Oise, ils ont un revenu moyen de 34 887 €. Je vous ai mis aussi la répartition par la typologie des ménages. Si on fait là aussi un rapprochement un petit peu rapide, j'accepte volontiers qu'on dise que les rapprochements soient rapides, de 34 000 et quelques euros, ça correspond à des ménages qui comptent 2,8 personnes. La mensualité supportée par les ménages, elle est de 738 € et ça nous ramène un petit peu au tableau qu'on a vu avant, notamment les tableaux présentés par le tableau présenté par Monsieur Masson, où on avait les 3 colonnes, la mensualité en VEFA, la mensualité
en PSLA et une mensualité en BRS, là, on a quelque part une première colonne du tableau en disant la mensualité, voilà comment elle se situe avec les disparités territoriales qu'on retrouve à chaque fois, aussi bien sur les revenus que sur les prix d'opération, bien évidemment, et sur la mensualité. Tout ça se retrouve de toute façon. Et puis, je vous ai mis aussi l'apport personnel. L'apport personnel, c'est forcément l'apport personnel injecté dans l'opération. Ça ne signifie pas l'épargne réelle des ménages au moment de leur acquisition, mais simplement la fraction qui a pu être mise dans l'opération, qui est elle aussi très, très diverse. Mais ça montre aussi que les personnes ont pu accéder avec un apport personnel injecté qui n'était pas toujours très, 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 très élevé. Et puis je vous ai mis pour mémoire les plafonds de ressources PTZ avec les différentes zones A, B1, B2 et C et le PSLA en zone A et en zone C. Je ne vous ai pas mis la carte du zonage ABC qui n'est pas inintéressante quand on voit les effets de frontière et les zonages, comment ils peuvent descendre, y compris le B2 et le C, qui peuvent descendre très très au sud de l'Oise. Si on prend le Pays de Valois, par exemple, on est quasiment qu'en zone B2. La zone B1, c'est principalement les villes, et la zone A, Méru, Chambly et l'aire cantilienne. Donc voilà à grands traits, et j'assume le fait qu'on est à grands traits, comment se situe l'accession aidée dans le département de l'Oise, qui est essentiellement de l'accession aidée en 2016 en tout cas, de l'accession PTZ. Et comment on peut s'emparer déjà de ces chiffres-là, et puis faire sur les territoires aussi, on a des outils pour ça, pour faire des calculs à rebours en partant effectivement d'une population et des niveaux de revenus et des populations triées de cette manière-là. Souvent on raisonne par quartile dans ces cas-là, pour regarder un petit peu les prix d'opérations correspondant à ces différents quartiles et la proportion de ménages qui est finalement exclue de l'accession à la propriété, parce que des revenus qui ne permettent pas d'accéder au prix de marché, même avec un prêt à taux zéro, aussi puissant soit-il. Le prêt à taux zéro, ça représente 40% du coût d'opération, avec évidemment des coûts d'opération plafonnés malgré tout. Alors, j'en profite, Monsieur Déo, peut-être pour vous lancer la première question. Si, après cette photographie du territoire et du paysage, si vous deviez faire un exercice de prospective sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, à grands traits, évidemment, comment vous envisagez l'avenir du territoire en matière d'accession aidée? Est-ce que ou quels outils pourraient volumétriquement être en devenir? C'est une très bonne question. Je crois que déjà, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, parce que la réponse, elle est partagée. Et elle est partagée forcément avec les territoires. Ça dépend aussi de la façon dont chaque territoire, à l'échelle de l'EPCI, ou peut-être à une échelle commune, à des EPCI qui seraient confrontés finalement aux mêmes chiffres, coûts d'opération, revenus des ménages, etc. Comment les EPCI vont éventuellement s'emparer de la question, voir également quels sont les freins locaux qui peuvent exister. Tout à l'heure, on avait la carte avec le périmètre du PNR. Quand on a ce type de frein-là, on n'a pas forcément tout à fait la même approche que quand on est sur des territoires qui sont plus libres dans les modalités de réflexion sur le sujet. D'accord, j'en profite pour...